On l'a juste évoqué tout à l'heure, est-ce que tu peux juste rappeler, mais brièvement, les différences de moyens pour s'engager sur un terrain? On a parlé de promesses de vente, d'offres d'achat, de compromis de vente, avant-contrat, promesse Synalagmatique, voilà. un nom bien barbare. Alors, quelles sont les différences Hmm. pour aller simple, pour faire simple, et les Pour différences? faire simple, donc l'offre d'achat, c'est très simple. Vous mettez le nom de la comparution du vendeur, la comparution de l'acquéreur, la désignation du bien, le prix, vos offres de vente. Voilà, je vous invite, si vous devez faire un financement, à mettre quand même sous réserve de l'obtention d'un prêt ou d'un permis. Mais à minima, c'est ça une offre de vente contre-signée entre les parties. Donc ça, c'est la première étape. Le compromis, donc le compromis de vente et une promesse synalagmatique de vente, c'est la même chose. D'accord. Promesse synalagmatique, c'est le nom barbare du compromis. Ça veut dire quoi? Un compromis, ça veut dire que chacun a déjà donné son engagement, le vendeur à vendre et l'acquéreur à acheter. Donc la vente est formée, mais le transfert de propriété est reporté à la signature de l'acte authentique de vente et éventuellement à la réalisation de plusieurs conditions suspensives. Donc ça, c'est important parce que le vendeur s'est engagé à vendre et l'acquéreur à acheter. À ne pas confondre avec la promesse unilatérale de vente. Unilatérale, pourquoi? C'est que dans ce cas-là, il n'y a que le vendeur qui s'est engagé à vendre et l'acquéreur a la possibilité d'acheter dans un certain délai. D'accord. Donc c'est une espèce de droit de priorité. La nuance, elle est où? C'est que dans une promesse unilatérale de vente, on détermine ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation. Donc en général, c'est pareil, c'est comme le prix, ça se négocie. Mais la pratique prévoit entre 5 et 10% du montant du prix de vente. Et cette indemnité d'immobilisation, elle est importante. Pourquoi? C'est que vous avez, comme son nom l'indique, vous avez immobilisé le terrain du vendeur. Donc dans cette promesse, on indique que vous versez cette somme, en général chez le notaire ou à l'agence, si vous êtes passé par une agence. Et cette somme, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Soit la vente se fait et ça vient en déduction du prix, soit la vente se fait pas parce qu'il y a une des conditions suspensives qui n'a pas été réalisée. Donc par exemple, vous n'avez pas votre financement. Donc là, attention, vigilance, ne pas avoir son financement, il faut le justifier. Il faut l'avoir fait dans les délais et avoir attesté d'un refus d'une banque. En général, on demande Plusieurs banques et puis plusieurs que ce banques. soit un montant qui soit crédible aussi, quoi. Voilà, donc là, si le vendeur est d'accord, on restitue l'indemnité d'immobilisation comme on restituerait un dépôt de garantie dans un compromis. D'accord. Mais la nuance entre le compromis et la promesse unilatérale de vente, c'est que, imaginez, toutes les conditions suspensives sont réalisées. Le vendeur s'est engagé à vendre, l'acquéreur a la possibilité d'acheter. Si finalement, pour X raison, il ne veut plus acheter, il aurait la possibilité d'abandonner l'indemnité d'immobilisation et ne pas réaliser la vente. D'accord. Donc c'est une espèce de clause de dédit. Donc dans l'idée, vous dites, ok, j'ai eu mon financement, mais j'ai d'autres projets, j'ai fait perdre du temps au vendeur, j'abandonne le montant, on lui verse, mais je ne suis pas obligé d'acheter. Grosse nuance avec le compromis, parce que dans le compromis, vous avez aussi versé un montant, mais qui ne sera pas appelé indemnité d'immobilisation, mais dépôt de garantie. Et là, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, vous n'avez plus la possibilité de ne pas acheter. C'est-à-dire que le vendeur pourrait vous contraindre en justice à passer la vente. Contrairement à une promesse unilatérale de vente, où là, le vendeur sera obligé il encaisse l'indemnité d'immobilisation, mais il ne peut pas forcer la vente en justice. Dans le cadre d'un compromis, il pourrait. Donc, est-ce que c'est mieux de signer une... Alors, il n'y a pas de mieux. En fait, il y a encore une fois deux cas de figure. C'est que parfois, la promesse unilatérale de vente, c'est le seul avant-contrat qui peut être signé en matière de terrain bâtir. C'est le cas quand le terrain est dans un lotissement et qui lui-même a été autorisé par ce qu'on appelle un permis d'aménager. Donc, tant que les travaux de finition du lotissement ne sont pas terminés, le vendeur ne peut signer que ce type de contrat. C'est légal, c'est comme ça, c'est une promesse unilatérale de vente. D'accord. Après que les travaux sont terminés, il pourra faire un compromis, ce qu'il veut. Mais le législateur a dit, pendant cette étape-là, c'est le seul avant-contrat que l'on peut signer. Après la pratique notariale,
bon, chaque région a un peu ses habitudes, mais on signe de plus en plus souvent des promesses unilatérales de vente. Pourquoi? C'est pour protéger le vendeur. C'est-à-dire que si l'acquéreur n'a pas acheté dans le délai, bah, le vendeur récupère totalement sa liberté contractuelle et peut revendre à quelqu'un d'autre. Dans un cadre d'un compromis, c'est plus compliqué, parce que les deux étant liés, ayant donné leur consentement, quand une condition suspensive n'est pas réalisée, c'est compliqué pour le vendeur de revendre à quelqu'un avant d'avoir constaté officiellement que le compromis est caduc. Et le risque, c'est de se retrouver avec un acquéreur qui a disparu dans la nature. On a toujours ce compromis qui a une certaine validité, mais on ne sait pas où il est. On ne peut pas constater, entre guillemets, l'annulation du compromis en disant voilà, on constate que les conditions suspensives ne sont pas réalisées et on met fin à nos relations contractuelles. Donc la promesse unilatérale de vente permet au vendeur de se dégager plus facilement d'un acquéreur farfelu. D'accord. Donc parfois c'est le législateur qui impose ce type d'avant-contrat, parfois c'est la pratique parce que c'est plus facile au vendeur de revendre si son premier choix n'avait pas été le bon. D'accord, ok. Et juste pour rapport au vocabulaire aussi, on a l'avant-contrat. L'avant-contrat, c'est... Alors l'avant-contrat, c'est le terme large en fait. Hein. Un compromis, une offre d'achat, une promesse unilatérale de vente, une promesse unilatérale d'achat, une promesse simulacratique de vente, tout ça, ce sont des avant-contrats. Okay, voilà. Okay. C'est le terme général et donc il y a plein de cas particuliers. Voilà. C'est très clair.